l'avez compris, il y a encore plus d'intervenants que dans la table ronde d'avant, ce qui explique que nous allons faire 3 plateaux successifs. Pour le premier plateau, en sachant que Cédric O est à l'image, je lui donne la parole dans 10 secondes, le temps d'appeler les premiers intervenants. Il y en a une qui est grand témoin, donc elle va rester avec nous pour les 3 plateaux. C'est Annie Genevard, qui est députée du Doubs et encore présidente de l'ANEM, comme tout à l'heure. Et encore, j'ai bien dit. Et les intervenants pour cette première partie, c'est Nicolas Guérin, président de la FFT, David Bertolotti, directeur des affaires internationales et institutionnelles de Telsat, et Sébastien Soriano, qui est président de l'ARCEP. Madame, messieurs, merci de vous installer. Peut-être en tant que grand témoin, je vais plutôt vous mettre juste là, s'il vous plaît, comme ça c'est plus facile pour les changements ensuite. Et est-ce que le ministre est en ligne? S'il apparaît à l'image, normalement, ça veut dire que je peux lui donner la parole. Il est là. Cédric O, qui est secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir pris sur votre temps et surtout de vous être prêté à ce jeu un peu compliqué de la visioconférence, sachant que nous sommes en présentiel. On ne va pas faire une interview, bien sûr, avec le décalage. C'est quand même assez compliqué. Donc, ce que je vous propose, monsieur Cédric O, c'est d'intervenir de façon liminaire pour lancer nos débats. Je vous en prie. On n'a pas le son. Continuez à parler, on va avoir le son, je l'espère. Non, toujours pas. On n'avait peut-être pas pu tester le son. Alors, restez bien avec nous. Pendant qu'on règle le problème, on va me faire signe. J'avais 2 informations à passer, donc on est en train de régler ça. En fait, pour vous dire qu'on va avoir 3 parties sur cette table ronde. Une première partie sur l'état de la couverture numérique en montagne, entrée au débit, sur l'avancement de la couverture en 4G dans le cadre du New Deal, et nous parlerons de Telsat. On aura une deuxième partie où nous allons aborder les principaux éléments du débat sociétal qui est relatif aux apports des nouvelles technologies. On va parler opportunités économiques, industrielles, mais aussi des préjugés sur la consommation énergétique, préjugés ou pas, voire sur les risques sanitaires qui sont attribués aux ondes. Et puis nous terminerons avec les 3 opérateurs, Orange, Bouygues et SFR, ainsi qu'un exemple d'application sur la Corse. Voilà, et nous aurons un temps de débat comme tout à l'heure. J'espère que tous nos intervenants, comme les autres, seront conciliants et m'excuseront si je les presse parfois un peu. Est-ce qu'on refait une tentative avec le ministre, avec Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique? Monsieur, je vous en prie, essayez. Ah non, on n'a pas le son, C'est vraiment dommage, je ne sais pas. Peut-être que en attendant... Alors, en attendant, Annie Genevard va nous faire un propos. Vous auriez pu rester là, mais comme vous allez-y, vous êtes parti, allez-y. C'était pour vous éviter des allers-retours. En tant que présidente de l'ANEM, vous aviez, vous aussi, bien sûr, un propos pour introduire ce débat sur la transition numérique, sujet très important. Bien. Écoutez, Monsieur le Ministre, tout d'abord, je voulais saluer votre présence à nos travaux, fût-ce par voie numérique, dématérialisée. Je sais que vous auriez aimé être des nôtres, vous ne le pouvez pas, et nous comprenons bien les raisons pour lesquelles les membres du gouvernement ont dû décliner leur présence au congrès de l'ANEM. Néanmoins, vous êtes parmi nous grâce à cette vidéo, et j'espère que nous allons pouvoir résoudre ce problème technique. Je ne sais pas s'il vient de nous ou s'il vient de Paris. Enfin, peu importe, l'important est que nous le résolvions. Je voudrais, Monsieur le Ministre, vous saluer pour l'action qui est la vôtre. Nous nous sommes rencontrés il y a peu à Paris avec votre cabinet, les membres de vos services, pour évoquer la couverture numérique de la montagne. Alors, en même temps que je prends la parole pour vous remercier, je voulais rappeler que cette table ronde sur le numérique est un invariant de nos congrès. Nous avons toujours un temps dédié au numérique parce que c'est une des préoccupations majeures. Cela a été rappelé par
Joël Giraud tout à l'heure. Plus qu'ailleurs encore, le numérique est important en montagne, tout simplement pour des raisons évidentes. La pente, le climat, l'altitude rendent pendant plusieurs mois de l'année la circulation difficile. L'habitat y est souvent dispersé, même s'il y a des villes en montagne, mais où il y a aussi beaucoup d'habitats dispersés. Et c'est la raison pour laquelle le numérique est de première importance. Je voudrais d'ailleurs en profiter, puisque les opérateurs sont présents à nos travaux, saluer la résilience des réseaux pendant le confinement. Vous avez eu une sollicitation brutalement accrue et il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Nous avons pu communiquer, télétravailler, poursuivre l'enseignement des enfants à la maison, nous informer, et tous les territoires ou presque ont eu accès à des réseaux fiables, sécurisés, même si il reste évidemment des territoires à pourvoir, et nous évoquerons cette question pendant la table ronde. Je voulais rappeler, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants du numérique, mais vous le savez, que le New Deal mobile qui est né, qui a été porté sur les fonds baptismaux le 14 janvier 2018, correspondait à une demande forte des élus des territoires de ruraux et de montagne, et qu'il s'inscrit dans le mouvement général de la numérisation de la société. Ce New Deal a été une grande avancée puisqu'il met le numérique au cœur de l'aménagement des territoires. Et je voudrais dire sans immodestie que l'ANEM y a apporté sa contribution, puisque nous avons, vous le savez, dans la continuité de la loi montagne de 2016 et à la suite des travaux de notre propre comité de suivi de la couverture numérique, imaginé ce que pourraient être les fondements de ce qui allait devenir le New Deal. Et nous nous réjouissons de l'accord qui a été trouvé avec les opérateurs et de l'objectif d'une couverture mobile de qualité généralisée d'ici à 2020. Alors nous sommes en Corse, je n'ignore pas qu'en Corse, et j'ai pu l'expérimenter hier sur la route entre Bastia et Corté, j'ai pu voir que la couverture du réseau numérique corse supportait quelques améliorations, qu'il y avait des marges de progression, mais je pense que les Corses sauront le dire. Néanmoins, dès l'an dernier, on a pu voir que la question numérique était moins tendue qu'elle ne l'était les années précédentes. C'est donc la preuve que nous avançons malgré tout. Et je voudrais dire que ça, c'est quand même aussi la conclusion, on y viendra. C'est la conclusion quand même des mesures prises dans l'acte 2 de la loi montagne, puisque nous avons inscrit dans la loi que les investissements publics en matière d'équipement, de raccordement ou de maintenance devaient prendre en compte la montagne. Et que pour ce faire, la déclinaison par l'ARCEP de données de cartes numériques de contrôle devait nous permettre de suivre l'avancée de l'équipement numérique de la montagne. Nous avons aussi prôné des expérimentations de solutions innovantes. Nous avons obtenu l'exonération d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Donc nous avons, ici à l'ANEM, fait du numérique un combat tout à fait prioritaire. Il y a un sujet qui est pendant, que nous aborderons pendant la table ronde, qui est la question de la 5G. Alors la 5G suscite des interrogations, mais présente énormément d'atouts en matière de désaturation du réseau, de stabilité des connexions, d'importance et de performance du débit. Les usages ne cessent de se multiplier et il est clair que la 5G est une réponse efficace en termes de couverture de ces usages et en particulier de compétitivité économique. Je n'ignore pas les débats qu'elle suscite et je suis de très près cette question étant concernée sur mon propre territoire. Mais je pense que les débats auxquels nous assistons pour la 5G, nous les avons eus pour la 4G, nous les avons eus pour la 3G. Il y a aujourd'hui des territoires qui n'ont ni la 3G ni la 4G et il faut déjà résoudre ces problèmes. Et de ce point de vue-là, je pense que l'ANEM, fidèle à sa tradition, sera un partenaire solide aux côtés des opérateurs, solide aux côtés du gouvernement,
pour les aider à porter cet objectif, cet enjeu qui est, je crois, déterminant. Et nous avons toujours été, c'est ce que je dis aux maires quand ils me disent « Oh là là, la 5G, ça va m'attirer peut-être des problèmes, les gens ne sont pas tous d'accord », je dis « Mais écoutez, nous, à l'ANEM, on a un combat. C'est que la montagne ne soit pas oubliée dans la couverture numérique, dans les infrastructures, quelles qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient routières, qu'elles soient numériques, qu'elles soient en matière de services publics, en matière de politique publique. Notre rôle, c'est de défendre la montagne et de veiller à ce que la montagne ne soit pas oubliée. Donc le message que je voulais vous adresser, mes chers collègues, même si on fera le débat, il faut le faire, et ainsi qu'à vous, Monsieur le Ministre, c'est de vous dire que nous n'avons pas d'état d'âme. Dès lors que le rapport de l'ANSES sera produit dans quelques mois et qu'il attestera qu'il n'y a pas de problème sanitaire, nous voulons être vraiment aux côtés des acteurs pour promouvoir la 5G. Et nous allons même plus loin. Nous avons proposé que l'expérimentation soit tentée dans 2 villes de montagne, parce que les premières villes qui seront couvertes, c'est 32 villes, 32 grandes villes, mais nous voudrions qu'il y ait aussi 2 territoires de montagne. J'y reviendrai pendant la table ronde pour montrer que la 5G, elle est utile à tous les territoires. Voilà ce que je voulais dire en attendant, non pas pour meubler, mais en attendant que, Monsieur le Ministre, la connexion puisse être rétablie, et je vous cède sans plus tarder la parole, en vous remerciant. Merci beaucoup, Annie Genevard. Donc, normalement, on m'a dit pour monsieur le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O, on vous donne la parole. Vous avez entendu Annie Genevard, je vous laisse répondre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, parfait. Bon, c'est une très bonne nouvelle, mais comme vous le voyez, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Et donc, il arrive que le secrétaire d'État à la transition numérique ait des problèmes soit de connexion, soit d'utilisation des outils numériques. Bon, moi, vous ne m'entendiez pas, mais je vous entendais très bien, donc je vais commencer par remercier Madame la présidente de l'ANEM, Annie Genevard, pour les mots qu'elle a eus, et d'ailleurs remercier plus globalement l'ANEM pour le rôle qu'elle joue sur cette question des infrastructures et cette question des réseaux. Je crois que notamment dans la question du New Deal mobile, elle a joué un rôle absolument essentiel dans la discussion et le dispositif qui a été imaginé entre l'ARCEP, les opérateurs et l'État, et c'est un partenariat qui est pour nous précieux. Alors pour rentrer dans les différents débats qui sont ceux d'aujourd'hui, qui ont été esquissés par Annie Genevard, d'abord peut-être commencer par la fin de son propos et cette question du lien finalement entre 5G et 4G, parce que c'est un élément qui revient de manière assez récurrente. Le premier élément, et je pense que ça ne surprendra personne, c'est que oui, je vous confirme bien que la 5G sera déployée et que le gouvernement tient à le faire, sans revenir juste à l'instant sur les questions sanitaires et environnementales, parce que nous pensons que la question sanitaire étant bien connue compte tenu des nombreux rapports qui ont eu lieu depuis plusieurs dizaines d'années sur la question, et la question environnementale ne se posant pas spécialement pour la 3,5 GHz, mais plutôt pour les bandes de fréquences futures. Et d'ailleurs, notre conviction, c'est que la 5G est un atout dans la transition environnementale. Alors, nous assumons de déployer cette technologie, compte tenu de son importance à la fois dans les services qui pourront être apportés à nos concitoyens, mais aussi de son importance industrielle, de son importance pour la logistique, ou de son importance pour des cas d'usage comme l'agriculture ou la télémédecine. Et d'ailleurs, je pense que nous devons travailler à des cas d'expérimentation dédiés au territoire de montagne. C'est une discussion que nous avons eue quand j'ai vu Annie Genevard et Janine Dubié il y a quelques semaines. C'est un élément sur lequel nous travaillons avec l'ANEM et les opérateurs pour déployer et tester des cas d'usage dans soit des villes de moyenne montagne, voire des stations, sur des utilités. J'évoquais la question de l'agriculture, de la télémédecine, ça peut être pour les remontées mécaniques. En tout cas, je pense que la 5G est une opportunité pour l'ensemble des territoires, bien sûr pour les métropoles, mais aussi pour les territoires de montagne. Mais ce que je tenais absolument à dire à cette occasion, c'est qu'il arrive que l'on se pose la question, que les élus se posent la question
de la compétition entre la 5G et la 4G. Et il peut paraître parfois un peu étrange à certains que, n'ayant pas encore la 4G, on leur parle déjà de 5G. Et ce que je veux absolument rappeler ici, c'est que oui, nous assumons de déployer la 5G compte tenu de son enjeu économique, de son enjeu en termes d'usage, de son enjeu en termes d'usage, je l'évoquais, jusqu'à des usages sociaux comme la question de la télémédecine. Mais la première priorité de ce gouvernement, et c'est vraiment une priorité absolument portée par le président et le Premier ministre, c'est la question des réseaux d'infrastructures et des réseaux d'infrastructures du quotidien. J'entends par là la question et du très haut débit et de la couverture mobile. Alors, pour rentrer un tout petit peu dans les détails sur ces deux éléments, bien sûr, en tant que secrétaire d'État chargé des communications électroniques et donc des télécoms, j'ai conscience de l'impatience à la fois des élus locaux, mais surtout des citoyens, dans la rapidité de déploiement de ces industriels. C'est pour ça que dans le plan de relance notamment, il a été annoncé par le Premier ministre que nous souhaitions absolument continuer sur la dynamique de déploiement qui est celle actuellement connue dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Je rappelle que le plan France Très Haut Débit, c'est à la fin du deuxième trimestre 2020, près de 20,8 millions de lignes FTTH qui ont été déployées. Et la France, qui est le pays qui aujourd'hui non seulement a le plus grand nombre de kilomètres de fibre déployés, mais déploie aussi le plus rapidement la fibre, puisque nous déployons aujourd'hui à peu près la moitié de la fibre européenne. Donc il est impératif, avec le concours des collectivités territoriales, puisque c'est coporté des opérateurs et de l'ARCEP, de continuer à déployer le plus vite possible, et surtout, c'est aussi pour cela que nous avons fixé cet horizon de 2025 100% fibre, qui nous semble absolument indispensable pour bien incarner aux yeux des collectivités territoriales, mais aussi des Français de manière commune, que notre volonté, c'est d'apporter la fibre à tout le monde à l'horizon 2025. C'est pour cela que nous avons remis un montant d'investissement de 240 millions d'euros, ce qui fera au total 550 millions de nouveaux euros sur l'année 2020, pour finir la couverture du territoire, avec deux objectifs principaux, qui sont d'une part la question des raccordements longs, qui intéressera probablement particulièrement les territoires de montagne. On sait qu'on a besoin de trouver un mode de financement de ces raccordements longs qui sont un peu le trou dans la raquette des dispositifs qui se déploient. Et c'est ce à quoi nous voulons travailler avec l'ARCEP d'ici la fin du premier trimestre 2021, de trouver cette modalité de financement. Et même encore plus rapidement, nous souhaitons pour les territoires, je crois qu'il y a aujourd'hui 21 départements qui n'ont pas de plan 100% très haut débit à horizon 2025, pouvoir re-rentrer dans une discussion avec ces territoires pour faire en sorte que nous puissions contractualiser sur cette base sur des plans de déploiement du très haut débit à 100% d'ici 2025. Et il est évident que les territoires de montagne sont pleinement concernés par ce déploiement. Je rappelle par ailleurs, parce que c'est important de le rappeler également, que les objectifs de 8 mégabits pour tous d'ici fin 2020 et de 30 mégabits pour tous d'ici fin 2022, dont 80% de fibres, seront tenus, notamment grâce au lancement de deux satellites qui doivent nous permettre d'assurer partout, à tout le monde, y compris sur les éperons rocheux, cette garantie de connexion. Et je me permets également de rappeler ici le dispositif de cohésion numérique dont les territoires de montagne bénéficient plus particulièrement, en plus de leur traitement dans le cadre des réseaux d'initiative publique soutenus par l'État, qui propose un soutien financier allant jusqu'à 150 € aux ménages et aux entreprises pour s'équiper et faire en sorte qu'on puisse avoir accès à un bon débit. Je rappelle que nous avons décidé en juillet 2020 d'étendre l'éligibilité du dispositif cohésion numérique des territoires. Sur la question de la couverture mobile, là aussi nous voulons continuer à maintenir le rythme de déploiement et de tenir les objectifs qui ont été posés dans le New Deal mobile dans l'accord avec l'ARCEP et les opérateurs. J'aurai l'occasion d'ailleurs, dans les semaines qui viennent avec Jacqueline Gouraud, de faire un point dédié à ce déploiement du New Deal. Rappeler qu'il y a, et ça concerne particulièrement les territoires de montagne, cette volonté que 99%, presque la totalité des sites qui sont aujourd'hui en 3G bascule en 4G d'ici la fin de l'année. Et je sais que c'est quelque chose qui
qui concerne particulièrement le territoire de montagne, et continuer cette dynamique des dispositifs de couverture ciblée qui permet de reconquérir ces zones blanches, même si c'est toujours lent. Dans les 2 ans qui viennent, c'est près de 2000 pylônes qui seront allumés. Et d'ailleurs, j'invite vraiment les élus qui participent sous la houlette des présidents de conseils départementaux et des préfets à investir et à s'impliquer dans la question des équipes projets locales qui déterminent où sont les pylônes que nous souhaitons allumer. Je le dis vraiment très directement, nous n'avons pas encore la liste complète des sites que nous devons identifier en 2020. Et donc c'était le premier élément. Nous avons besoin d'avoir cette liste au plus vite, et nous souhaitons par ailleurs finaliser la liste des sites au plus tôt en janvier 2021. Et donc, comme on sait qu'à partir du moment où on a identifié un site, ou une équipe projet a identifié un site, et le moment où le pylône s'allume, il faut 2 ans, je pense que collectivement, on doit faire en sorte que ces pylônes s'allument le plus tôt possible, et donc de faire en sorte que la liste soit disponible le plus tôt possible en 2021, mais c'est à vous de nous la faire remonter, c'est aux élus locaux de nous la faire remonter, pour faire en sorte que on gagne presque 1 an dans le déploiement de ces pylônes. Je rappelle que dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, s'agissant plus particulièrement des territoires de montagne, ce sont déjà 816 sites dans 637 communes qui ont été désignés, et que donc sur lesquels vont venir s'allumer des pylônes dans les mois qui viennent. Et je pense qu'il est important que nous puissions continuer dans cette dynamique. Je rappelle que le chiffre total, c'est entre 10 et 12 000 pylônes qui doivent s'allumer en 8 ans. J'ai conscience sur ces éléments du quotidien que l'impatience est grande. J'ai conscience que chez nos concitoyens, c'est quelque chose qu'ils attendent avec impatience. C'est aussi pour ça que je pense qu'il faut que nous menons le combat pour la 5G, parce qu'il ne faut pas se tromper. Ceux qui brûlent des pylônes 5G sont aussi des gens qui brûlent des pylônes 4G et des points de mutualisation. Et donc il y a dans ces combats pour la transition numérique et environnementale des territoires des combats qui sont assez convergents. En tout cas, je voulais remercier l'ANEM de son invitation aujourd'hui. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu être là physiquement, mais j'espère que cette période compliquée va se terminer et que je pourrai être là au prochain congrès. Je vous remercie. Merci, monsieur Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique et aux communications électroniques. Merci d'avoir pris ce temps. On a eu une belle introduction, donc inutile de vous dire que comme on s'engage à rendre à l'heure, à 18h30, puisque on est tenu par l'heure de fin du dîner, donc 18h30, et qu'on va garder 20 minutes, si vous le voulez bien, de débat avec la salle, c'est important. Donc forcément, vous avez compris ce que je vais vous demander à chacun, d'être le plus concis possible pour passer le message. Pardon, Madame Genevard ? Moi, je ne parle plus, je laisse nos intervenants parler. Bon, bah, écoutez, je vous prends au mot. C'est le cas de le dire. On va passer tout de suite une première parole à Nicolas Guérin, qui est secrétaire général du groupe Orange. On vous retrouvera tout à l'heure avec les opérateurs, mais là, vous êtes là parce que vous êtes président de la Fédération française des télécoms, et à ce titre, vous nous faites chaque année dans ce congrès de l'ANEM un état des lieux. On va le faire justement, puisqu'on est en train de parler d'engagements qui seront tenus en 2025. Qu'en est-il en 2020, en sachant qu'il y a eu des premiers effets du New Deal qui ont commencé à se faire sentir en 2019 ? Là, ça s'accélère. Alors je vais déjà... Bien dans le micro, excusez-moi. Je vais rapprocher le micro un petit peu, oui, effectivement. Voilà. D'abord, je voulais remercier l'ANEM, effectivement, de cette invitation, et vous remercier aussi, Madame la Présidente, pour avoir souligné l'engagement des opérateurs pendant la période de confinement. Je crois que c'est extrêmement important. Tous ces salariés, hein, quand on dit opérateurs, c'est toute la filière industrielle qui s'est engagée pour permettre à nos réseaux de se maintenir. Alors que le BTP était paralysé à 90%, les opérateurs continuent à être sur le terrain avec leurs sous-traitants, en collaboration étroite avec le gouvernement et l'ARCEP, pour faire en sorte que les réseaux continuent à tenir. Les réseaux ont tenu. On a plus de 10 000 salariés qui se sont retrouvés pendant cette période-là à intervenir partout pour assurer ça.
Je les remercie infiniment de ces efforts. Ils n'ont pas compté leur peine, ils ont réussi et tout le monde considère que les réseaux doivent toujours fonctionner, qu'il est normal qu'ils soient là. Je peux vous assurer que c'était un vrai et fort challenge pour eux. Et ils l'ont encore montré ces 15 derniers jours dans les Alpes-Maritimes. On a vu encore une fois tous ces acteurs de l'industrie se mobiliser énormément pour essayer de rétablir le plus vite possible les réseaux. Je vous assure qu'on a vu des scènes assez originales de pose de fibres à la main, de pose de fibres sur des trolleys le long des rails de la SNCF, de pose de fibres par hélicoptère, ce que personnellement j'avais jamais vu, mais vraiment pour justement assurer le rétablissement des réseaux. Je voulais vraiment profiter de cette occasion pour saluer leurs efforts et leur engagement. Alors deuxième remarque préliminaire, effectivement on a trop tendance à opposer la 5G et la 4G. 5G et 4G ne sont absolument pas incompatibles, ils sont totalement complémentaires. Et pourquoi ? Justement parce qu'on a ce New Deal mobile, qui est un engagement qui a été pris bien avant que les licences 5G soient attribuées. Cet engagement, il est opposable aux opérateurs, il est exécuté sous le contrôle très vigilant de l'ARCEP, à qui on rend compte régulièrement. Et oui, effectivement, ça ne va peut-être pas assez vite, mais ça avance quand même, et ça avance de plus en plus vite, et ce, malgré le confinement. Et ça, c'est extrêmement important. Et ben donc, on va le voir en voilà, en je vous le donne en chiffres, puisque c'est ça que vous attendez. Donc, au 30 juin, le territoire national comptait 86 500... Alors oui, pardon, le New Deal, c'est deux choses. C'est le passage en 4G, effectivement, de tous les sites, et c'est les couvertures des zones blanches. Donc, au 30 juin 2020, le territoire national comportait donc 86 500 sites, tout opérateurs confondus. Parmi ces sites, il y en a 78 160 qui sont équipés en 4G au 30 juin, soit 90% effectivement du total. Et ce qui veut dire que près de 20 000 sites ont été convertis en 4G depuis le début du New Deal en 2018. 20 000 nouveaux sites en 4G sur les 86 000 depuis le début du New Deal. Donc voilà un premier effet extraordinairement concret. Depuis juillet 2018, on a 2100 sites qui ont été identifiés au titre du dispositif de couverture ciblée. Donc, c'est les zones blanches, ces fameuses zones blanches identifiées par les collectivités et que les opérateurs s'engagent à couvrir. Et sur les 449 premiers sites à activer avant le 9 octobre, plus de 420 sont ouverts commercialement aujourd'hui. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne, qui avance. C'est long, c'est parfois difficile, mais on voit vraiment entre cette amélioration de la couverture, plus 20 000 sites, et ces plus 420 sites de couverture de zones blanches, on voit que ça avance très concrètement. Le plus compliqué pour nous, et je repasse un petit message, c'est en fait, c'est pas tellement la construction du pylône, c'est la recherche du site, c'est l'identification du site et c'est le dialogue avec les habitants qui vont voir un site effectivement apparaître. C'est là que l'ANEM joue un rôle, vous êtes en dialogue avec l'ANEM. Et c'est là que l'ANEM a joué un rôle à tous les stades de ce New Deal, puisque comme le rappelait effectivement la présidente de l'ANEM est à l'origine du New Deal, donc très clairement, l'idée est venue de là, même si après le projet a été déployé avec l'ARCEP, avec le gouvernement, c'est une proposition ANEM qui a été faite. Et effectivement, l'ANEM joue un rôle aussi dans le suivi du New Deal, puisqu'elle nous aide, notamment au travers de son comité de concertation, elle nous aide à avancer, effectivement, pour régler tous les problèmes qu'on peut rencontrer, notamment en zone de montagne. Et c'est une aide très précieuse et dont on va continuer à abuser massivement. Je vais me permettre peut-être juste de faire un petit focus sur la montagne et puis après un petit focus sur Corse et le Doubs. Alors, d'abord la montagne et puis bien sûr la Corse. On parle beaucoup de la Corse ici, c'est bien normal, on y est. Donc d'abord la montagne. D'abord la montagne. Donc effectivement, on a aussi intensifié nos déploiements en zone de montagne, puisque depuis juin 2017, on a plus de 5100 nouveaux sites 4G qui ont été activés en zone de montagne. Et au 1er octobre 2020, en tout, on a 8200 sites activés en 4G. Donc 5100 nouveaux sites 4G depuis 2017. Aujourd'hui, 8200 sites activés en 4G. Donc un effort. Oui, il y a c'est moi qui l'ai fait. C'est Joe Biden à la française, c'est ça. Donc voilà, beaucoup d'efforts faits pour la montagne et avec là encore aussi quelques difficultés qui sont liées effectivement, comme vous le disiez, Madame la Présidente, à la topographie. C'est plus compliqué de poser des sites en montagne pour amener l'électricité. On a d'énormes problèmes. Les travaux sont plus longs, sont plus compliqués, mais on avance encore une fois et notamment grâce à l'aide très très précieuse de l'ANEM qui nous aide à régler ces problèmes cas par cas quasiment, oserais-je dire. Donc voilà pour la montagne peut-être. Un focus sur la Corse. Alors la Corse. Sur l'île de Beauté.
La Corse, on n'oublie pas du tout effectivement non plus la Corse, puisque au 30 juin 2020, la Corse comptait 849 sites tout opérateurs confondus, dont 788 sont équipés en 4G, donc 788 sur 849. Et entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2020, on a raccordé 184 nouveaux sites sont passés en 4G. Donc vous voyez, c'est une amélioration considérable. Encore une fois, elle n'est pas suffisante. Elle ne permet toujours pas d'avoir un débit maximum, vous le constatez tous les jours, mais le progrès est énorme et continue à s'accélérer. On doit encore migrer 61 sites vers la 4G. Il nous en reste 61 à faire. Et sur ces 61 sites, 40, ce sont des pylônes mutualisés. Donc c'est aussi la nouveauté du New Deal mobile. Ce sont des sites sur lesquels il y aura les quatre opérateurs présents. 52 sites ont été identifiés en Corse au titre de zones blanches, des zones blanches à couvrir. Ils seront construits et activés d'ici mi-2022. Les derniers sont construits et activés d'ici mi-2022. Et là, on a 2 sites qui sont ouverts, qui sont Zanza et Ghisoni. Peut-être le Doubs, pour comparer ? Je sais pas, au hasard, je prends totalement le Doubs. Non, mais je vous laisse juge. Ok, parlons du Doubs. Alors, la Gornerie, un peu de... Pourquoi pas, parlons du Doubs. Alors, le Doubs, non, c'est intéressant parce que justement, on compare aussi deux zones de montagne assez différentes. D'accord, je vais très très vite. Donc, le Doubs, on comptait 980 sites, donc 849 sites en Corse, 980 sites tout opérateurs confondus, 786 étaient équipés en 4G, 786 sur 980. Sur les 38 pylônes en 3G à 4 opérateurs qui doivent passer en 4G d'ici 2022, 10 l'ont déjà été. On a 32 sites qui devaient migrer, 10 l'ont déjà été, donc il nous reste 28 à faire. Et sur les 41 sites identifiés au titre de la couverture, donc zone blanche, 16 sites 4G à 4 opérateurs sont déjà en service, donc 16 sur 41 à faire. Donc vous voyez, ça avance considérablement. Encore une fois, je rejoins ce que disait Cédrico tout à l'heure, c'est difficile, les attentes sont extrêmement importantes, mais on continue à avancer. Je vais me permettre une dernière remarque. Oui, puisqu'on va vous retrouver après, avec les opérateurs. Je voudrais que le ministre Giraud tout à l'heure, Joël Giraud a dit tout à l'heure qu'il craignait une délocalisation des entreprises de nos territoires vers l'étranger. Il faut que vous ayez conscience qu'en France, avec le New Deal, le plan FTTH et puis demain la 5G, on va être un des pays avec les meilleures infrastructures de réseau d'Europe. L'opérateur Orange que je représentais tout à l'heure est présent dans 8 pays. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en matière de FTTH, la France a la première infrastructure d'Europe. On construit en Roumanie, on construit en Pologne, on construit en Espagne. En France, on a les premières infrastructures de fibre d'Europe. La 4G, il n'y a nulle part ailleurs un plan d'une telle ampleur et d'une telle intensité qui a été développé en collaboration entre les opérateurs et le gouvernement. Ça ne va pas assez vite, mais ça n'existe nulle part ailleurs. Ailleurs, sur la 5G, aucun appel d'offres ne fait un équilibre aussi important entre l'aménagement du territoire et les recettes financières que l'État a pu dégager au travers de l'appel d'offres. Dans les engagements de couverture qu'on a sur la 5G, il y a 25% de nos déploiements qui doivent se faire en dehors des zones urbaines. Et quand on dit en dehors des zones urbaines, on y reviendra sur la dernière table ronde, on vise évidemment aussi la ruralité et la montagne. Merci Nicolas Guérin. Je l'ai dit, on vous retrouve tout à l'heure en tant que représentant de Orange avec les 2 autres opérateurs. David Bertolotti, vous êtes directeur des affaires institutionnelles et internationales de Telsat. Alors, on est en train de parler du plan France très haut débit, mais vous faites partie du mix technologique pour atteindre les objectifs parce qu'en fait, vous êtes complémentaires, vous n'êtes pas une alternative, vous êtes un complément. Donc rappelez-nous, Eutelsat, on a pratiquement tout dans le nom, c'est bien satellite et Europe. Absolument. Je voudrais dire d'abord que Eutelsat, c'est 10 ans de partenariat cette année, presque ce mois-ci, avec l'ANEM. Et nous sommes très heureux d'être présents chaque année. Je voudrais dire aussi, Madame la Présidente, que ça a une petite dimension personnelle, car je me rappelle quand, il y a quelques années de cela, jeune professionnel et jeune marié, j'essayais de convaincre mes beaux-parents dans le Haut-Doubs de prendre une offre satellitaire pendant mes vacances qui devaient être un peu en télétravail. Hélas, ils ont attendu le pylône. Mais il est vrai aussi que le satellite a beaucoup changé depuis mes jeunes années. Vous êtes en train de nous dire que vous avez loupé vos premiers clients. J'espère être plus convaincant aujourd'hui parce que le produit a beaucoup changé. Et effectivement, pour donc, dire rappelez-nous un mot de Telsat déjà. Je dirais qu'en fait, Telsat, c'est la connectivité tout-terrain.
puisque nous sommes disponibles sans contrainte géographique, quasiment. Nous sommes disponibles pour tous, partout sur le territoire, dans cette notion de complémentarité dont vous parliez il y a un instant. Le satellite n'a pas vocation à servir toute la population. Ça serait impossible, n'importe comment, on est bien d'accord. Il y a les tuyaux, si on peut parler comme ça, ne sont pas assez gros pour que tout le monde y aille. Par contre, vous êtes une solution pour certains territoires. Absolument. Et aujourd'hui, malgré tout, pour beaucoup de territoires, notamment des territoires de montagne, parce que tout de même, malgré les chiffres très encourageants qui ont été mentionnés, il faut souligner qu'aujourd'hui, un peu plus d'un Français sur 3 n'a pas le très haut débit encore, et qu'il y a à peu près 2 à 3 millions de foyers pour lesquels rien aujourd'hui n'est prévu pour assurer le très haut débit avec des technologies filaires. Alors, et donc c'est là que le satellite vient prendre le relais. Vous étiez sur différents États européens, jusqu'à la Russie, au Caucase. Vous êtes devenu une ESA de droit français. À l'époque, vous faisiez de la télévision. Il y a du son qui passe, mais... Après tout, c'est les communications. Et vous avez évolué vers la connectivité, Internet, le Wi-Fi, le Wi-Fi dans les avions, dans les bateaux. Là, on est bien dans cette offre complémentaire. Vous faites en fait le lien entre lorsqu'on est Internet, par exemple, dans un aéroport et qu'on va s'envoler dans un avion, c'est vous qui allez faire ça ? C'est bien pour ça que je parlais de connectivité tout-terrain, parce qu'on est capable d'être présent dans tous les milieux. Mais vous l'avez dit justement, de plus en plus, nous basculons de ce qui nous a fait connaître la télévision. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'élus ici connaissent bien Fransat, notre service de TNT par satellite. Mais de plus en plus, nous nous dirigeons effectivement vers la connectivité. Et comme le secrétaire d'État l'a dit il y a un instant, nous avons 2 nouveaux satellites qui arrivent. L'un qui est déjà là, Connect, qui a été lancé en janvier et dont la commercialisation des services, d'ailleurs grâce à Orange et sa filiale Nordnet, va commencer au 1er janvier. Et là, on est sur un satellite très haut débit. On est sur un satellite très haut débit. Qui permet d'atteindre des débits jusqu'à 100 mégabits par seconde, pour des tarifs d'ailleurs, je le souligne, tout à fait comparables aux offres terrestres, pour 35-40 euros, avec de la data illimitée. C'est pour ça que je disais il y a un instant qu'on a quand même changé d'époque. Aujourd'hui, les capacités des satellites changent, et nous lancerons en 2022 un second satellite d'encore plus haute capacité, Connect VHTS, qui viendra là encore augmenter la capacité de service. Est-ce qu'on est dans une proposition qui est équivalente au très haut débit terrestre ? On est complètement équivalent au très haut débit terrestre, et c'est pour ça que nous sommes un moyen de compléter cette offre dans les zones difficiles d'accès. Et peut-être pour terminer, quand on parle, puisqu'on va parler après de 5G, c'est vrai que la 5G, quand on met un pylône, ça s'arrête assez vite, donc vous pouvez prendre le relais. Alors, nous pouvons prendre le relais, je dirais que nous pourrons, si des opérateurs le souhaitent, mais ils pourront en parler sans doute même mieux tout à l'heure, mais nous pouvons assurer d'une certaine manière la transportabilité de la 5G. C'est-à-dire, pour prendre un exemple de montagne, si il y a le souhait, par exemple pour un grand événement sportif, une compétition de ski, un championnat du monde, d'installer des relais 5G, mais dans un endroit où il n'y en a pas, le satellite peut offrir le relais nécessaire au pylône. Un dernier point peut-être, si vous me permettez, parce que nous sommes aussi au sein d'un groupe d'élus, je voudrais souligner, au-delà du plan gouvernemental très haut débit, qui prévoit effectivement au titre de la cohésion numérique des aides, je le rappelle, c'est 150 € d'aide à l'équipement des ménages pour le terminal, je voudrais vraiment saluer l'effort supplémentaire que font un certain nombre de collectivités locales. Et c'est notamment le cas de la Corse qui nous accueille si bien pendant ces journées, puisque en Corse, cet avantage va jusqu'à 400 €, et il est évident que c'est un facteur puissant d'incitation d'équipement des foyers. Et donc,
comme la quasi-totalité des 6050 communes de montagne sont éligibles au satellite, plus il y aura ce type de dispositif incitatif, plus évidemment les ménages, mais aussi les entreprises qui le souhaitent, pourront accéder facilement à cette capacité satellitaire tout-terrain. Merci beaucoup. On va passer une petite parole, puisqu'on va vous retrouver juste après. On va faire un petit débat avec la salle et on vous retrouve après. Sébastien Soriano, vous êtes président de l'ARCEP, mais peut-être pour mettre un point supplémentaire à ce qu'on vient de dire, on peut rappeler le rôle de l'ARCEP dans ce déploiement. Oui, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre, messieurs les ministres. Je voudrais remercier l'ANEM et dire combien, au sein du collège de l'ARCEP, nous nous battons chaque année pour désigner celui qui aura le privilège de venir au congrès de l'ANEM. C'est moi qui ai gagné cette année. J'avais gagné il y a 2 ans. Je suis ravi de voir dans la salle monsieur Jean Lassalle, qui fait partie des personnalités qu'on est toujours heureux de revoir à ce congrès. Beaucoup de visages connus. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Oui, à quoi sert l'ARCEP ? Effectivement, il y a un proverbe corse, je m'excuse, je vais le prononcer avec mon accent parisien, qui dit « Agiara cresci, ma a forza manca ». La parole sort, mais la force manque. Et c'est vrai que quand on entend les opérateurs ou les pouvoirs publics dire « il y a beaucoup d'efforts », moi je comprends que les élus peuvent se demander « mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on nous dit vrai ?» Et c'est là où l'ARCEP peut servir à quelque chose. Parce que nous sommes une autorité indépendante des pouvoirs politiques, indépendante des pouvoirs économiques. Et donc nous avons ce rôle à la fois de stimulateur du marché et de garant d'un certain nombre d'engagements. Alors ce que je voulais vous dire aujourd'hui, déjà je vais vous dire que nous allons faire mentir évidemment ce proverbe, avec toute la politesse que j'ai pour nos amis corses. Pour dire d'abord que le secteur des télécoms français est engagé dans un cycle d'investissement exceptionnel. Ce secteur investit 10,5 milliards d'euros par an. C'est 50% plus qu'il y a 5 ans. Donc vous avez un secteur des télécoms qui est extraordinairement mobilisé et, comme ça a été dit, qui a tout à fait tenu sa capacité d'action pendant cette crise. Ensuite, effectivement, nous avons ce rôle un peu de contrôleur des travaux finis. Donc, je ne vais évidemment pas revenir sur les chiffres qu'a très bien développé le président de la Fédération des télécoms et qui montrent effectivement des déploiements très importants. Je voulais vous signaler donc que nous publions des cartes de couverture, donc des cartes de couverture mobile. Annie Genevard a mentionné ces cartes que nous publions notamment spécifiquement sur les zones de montagne. Vous pourrez les trouver opérateur par opérateur sur notre site internet. Et plus nouveau, nous publions également des cartes fixes. Nous avons sorti un site qui s'appelle Ma Connexion Internet et sur lequel vous pourrez, sur vos territoires, vraiment au niveau de la rue, c'est vraiment plus fin que la commune, regarder tous les déploiements de réseaux qui sont là et donc vérifier de vos propres yeux effectivement ce qui se passe dans les territoires. Voilà, je vais m'arrêter là. Nous aurons l'occasion, comme le ministre Cédrico l'a indiqué, de faire avec le gouvernement un point d'étape extrêmement précis sur tous ces engagements des opérateurs. Je rappelle qu'en cas de non-respect de ces engagements, les opérateurs risquent jusqu'à 3% de leur chiffre d'affaires, ce qui, dans ce secteur d'un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards d'euros, effectivement, est une menace assez importante. Évidemment, je suis tout à fait confiant dans le fait qu'il ne sera absolument pas nécessaire de faire appel au bâton du gendarme, mais c'est pour vous rassurer sur le fait que ce contrôle se fera proprement. Merci beaucoup. Merci Sébastien Soriano. On va faire 2 débats en fait, parce que là on a un sujet et puis après il y a le sujet, on va parler débat sociétal. Donc si vous voulez, on prend 15 minutes maintenant, si vous le désirez, pour interroger nos intervenants. Si vous avez une question ou une intervention à faire, il y avait une parole qui m'avait été demandée, donc je vais la donner. C'est monsieur Éric Ferrari, qui est directeur de la transformation et de la transformation numérique de la collectivité de Corse, qui veut nous parler de son projet très haut débit au niveau de la collectivité de Corse. Il est pas là ? Il est là ? Si, ah oui, parce qu'on me fait signe. Voilà. Est-ce qu'on a prévu les micros ? Est-ce qu'ils sont... Voilà, on arrive.
Donc c'est un projet très haut débit. Et après, on aura une deuxième partie avec deux autres intervenants qui rejoindront Sébastien Soriano. Mais en attendant, parlez-nous de ce projet très haut débit, Monsieur Ferrari. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Oui, je voulais juste faire état des initiatives que nous menons au titre de l'aménagement numérique de la Corse au sein de la collectivité de Corse. En fait, nous discutons aujourd'hui de technologies et de leur déploiement, mais sans la volonté politique, il n'y a pas de possibilité de développer tout ça. Et la volonté politique, aujourd'hui, elle émane du Conseil exécutif de Corse et de son président en la matière, puisque aujourd'hui, la seule collectivité finalement qui a la taille critique pour aller dans les territoires et aller connecter les territoires, eh bien, c'est une collectivité comme la nôtre, c'est-à-dire une entité régionale. Pourquoi ? Parce qu'ici en Corse, peut-être plus qu'ailleurs, les petites communes, les petites collectivités ou même les grandes villes de Corse n'ont pas les moyens seuls de pouvoir mener des tels projets d'aménagement. Donc nous, fin 2018, nous avons signé une délégation de service public pour le très haut débit. C'est un investissement qui va se monter à 274 millions d'euros pour 5 ans, donc une somme qui est quand même extrêmement conséquente, pour 52 millions de subventions publiques et 170 000 prises qui seront déployées essentiellement sur les territoires et les communes rurales de la Corse. Il faut dire qu'il faut vraiment un courage politique pour pouvoir lancer ce type de projet, parce que le scepticisme était extrêmement prégnant quant à la capacité d'une collectivité à aller dans les territoires ruraux de la Corse. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et 30 000 prises ont été construites sur les 170 000 prises attendues et nous espérons qu'en 2023, eh bien, nous ayons câblé l'ensemble des collectivités. Mais au-delà de ça, se pose pas seulement le problème du maillage du territoire et de son infrastructure, puisque nous avançons sur ces sujets, mais c'est aussi une acceptabilité sociale de ces technologies. Et cette acceptabilité sociale, elle passe par deux choses, à notre avis. La première chose, c'est de faire en sorte que le numérique soit un élément d'inclusion sociétale et sociologique, et pas seulement un outil ou une technologie qu'on déploie pour la déployer, disons cela comme ça. Et puis le deuxième élément, c'est que se déploie aussi une prise de conscience que nous devons produire des services et des usages et non pas être au service d'usages et de services déployés ailleurs par d'autres entités à d'autres fins. C'est-à-dire que nous devons être responsables du numérique pour plaider pour un numérique choisi plutôt qu'un numérique subi. Donc c'est tout l'esprit de l'approche politique, si vous voulez, du numérique que je voulais passer au titre du président du Conseil exécutif et pas seulement à mon titre personnel. Merci, monsieur Éric Ferrari. Il y a une personne qui a le micro et il y a madame ici et ensuite j'ai une personne au premier rang. Je vous en prie. Oui. Gérald Martinez, donc maire de Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Hautes-Alpes, je suis là. Oui. Donc voilà, si je voulais saluer donc madame la présidente et vous tous, chers collègues, pour ce congrès. Et j'avais un petit mot à dire à nos opérateurs. Je serais un petit peu moins conciliant que notre présidente, même si je reconnais le travail qui a été fait pendant le confinement. Les grands absents, on va dire, dans ce confinement, ça a été les opérateurs qui n'ont absolument fait aucun effort pour les milliers de personnes qui ont eu besoin d'Internet, les enfants ou les personnes qui ont travaillé en télétravail. C'est dommage qu'il n'ait pas proposé, ne serait-ce qu'un mois de gratuité sur les abonnements ou de faire un geste. Alors c'est vrai qu'ils ont très bien travaillé sur le terrain, mais par contre, au vu de tout ce qui s'est passé dans le territoire, sur beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés qui ont mis, on va dire, la main à la pâte, les grands absents ont été nos opérateurs. Je tenais à le signaler ici, en profiter de les avoir en face pour pouvoir le leur dire. Et je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait été un beau geste de leur part de pouvoir participer à cet effort national. Voilà. On va laisser M. Guérin répondre. J'ai madame qui a le micro. Et puis, on a le micro au premier rang, là, s'il vous plaît.
Je suis vraiment désolé, on n'a peut-être pas assez communiqué, mais on a offert des abonnements, des Godet Data à tous nos clients. Par contre, c'est vrai que nos opérateurs, enfin aux clients qui en avaient besoin, notamment les étudiants qui étaient en dépassement de forfait, etc., ne sont pas vus facturer pour leur permettre justement de travailler, continuer leurs cours à distance. Donc peut-être qu'on n'a pas assez communiqué sur ça. On n'a sans doute pas assez communiqué aussi parce que ça nous paraissait assez naturel de le faire sans en faire une opération de communication massive. Voilà, c'était je crois que vraiment tous les opérateurs l'ont fait. Je pense qu'il y en a, tous ont offert ces Godet Data et ces offres pour permettre aux gens de continuer, et ils l'ont fait avec un esprit citoyen, sincèrement. Je suis surpris de votre remarque. Merci, je vous en prie, madame. Marie-Paul Gay, maire d'Aubure, la plus haute commune d'Alsace, ça vous situez. Monsieur Guérin, c'est pour vous. Alors nous, on va devoir changer la position du pylône qui est sur un bâtiment, pour l'instant sur un hôpital, et qui va venir dans notre commune. Nous avons un espace qui est prévu par le PLU pour le mettre en place. Simplement, ça demandera beaucoup d'argent à la part d'Orange. Là, on nous propose une autre possibilité, mais c'est en plein milieu du village. Donc là, je sais que la personne qui s'occupe du dossier m'a dit qu'elle viendra rencontrer, voilà, etc. Ça, c'est bien. Mais en dernier recours, si nous, à la commune, nous préférons ce lieu en pleine forêt qui est beaucoup plus adéquat pour les habitants, parce qu'il y a pas moins de risques. En fait, on est sur un cas particulier, mais on va essayer de généraliser. Donc, voilà, en dernier lieu, est-ce que la commune peut... Voilà, ma question, c'est ça. Est-ce que la commune peut avoir, à ce moment-là, le dernier mot, on va dire, par rapport à ça? À qui est le dernier mot? Si je réponds, enfin, c'est toujours... Merci. Non, mais la réponse à la question, en fait, il faut bien regarder aussi le site que vous proposez, que vous estimez. Vous dites il est en pleine forêt. Il faut regarder les qualités radio de ce site-là aussi. Alors dans ce cas-là, on regardera très concrètement le point. Cyril, tu peux le prendre et on le regardera très concrètement. Voilà, mais à la fin de la table ronde, on fait la connexion. Mais le message, c'est vraiment, effectivement, il faut absolument regarder... Sur le sujet, Monsieur Delemont. Oui, je vous en prie, bien sûr. Bien sûr. Sur le sujet. D'abord, par rapport à notre collègue, je voudrais dire, et les opérateurs peuvent en porter témoignage, nous sommes dans un partenariat exigeant. C'est un partenariat qui ne cesse pas de vérifier auprès des opérateurs que les sujets que nous voulons voir avancer soient bien pris en compte. Alors évidemment, on reconnaît les avancées, on reconnaît les efforts, mais on est aussi au sein du comité de suivi dans une position d'exigence amicale. L'exigence n'exclut pas l'amitié. Deuxièmement, cette question que vient d'évoquer Marie-Paul est très importante. La question de l'emplacement des pylônes. Parce que moi, je vois sur le terrain plus de difficultés d'acceptation de la 4G et à terme de la 5G pour des questions de trop grande visibilité des pylônes que pour des questions sanitaires ou d'électrosensibilité. Vraiment, la question de l'emplacement des pylônes est déterminante. Et moi, je pense que les élus locaux ont raison d'être exigeants. Parce qu'on peut dénaturer un paysage. C'est pour ça que les éoliennes ne sont souvent pas ma tasse de thé, parce que souvent, ils sont implantés sans considération de la dévaluation du paysage. Or, en montagne, le paysage, c'est capital. Je rappelle que le paysage appartient aussi et peut-être surtout à celui qui le regarde. Et quand on a abîmé un paysage, on l'a abîmé pour longtemps. Donc quand il y a des alternatives à l'emplacement des pylônes, il faut les étudier, mais sous la réserve, à la nuance près, qu'il faut que les ondes, elles passent. Parce que si elles ne passent pas, on peut cacher le pylône, mais il ne sert à rien. Voilà. Mais je pense que la question que tu évoques, elle est très importante. Bon, pour le débat, ça va être peut-être compliqué de continuer. Je suis désolé parce qu'on a un deuxième débat, donc j'espère que je pourrai vous donner la parole dans le deuxième débat, parce qu'on a encore peut-être une question, 6 personnes. On a encore 6 personnes à faire passer. On doit rendre, à moins qu'on puisse aller au-delà de 18h30. Un petit peu, un quart d'heure. Voilà. Un quart d'heure. Eh bien, oui. Allez, on termine ceux à qui j'avais promis. Il y a monsieur, madame et monsieur. Voilà. Rapidement, vous posez vos questions. Monsieur oui, le député. donc vous avez compris que... Alors, Jean-Félix Accoy, député de la 2e circonscription d'Haute-Corse, qui est très heureux, évidemment, d'avoir ce congrès.
chez lui ou avec l'ensemble des élus de la Corse, que j'aurai l'occasion d'en parler demain. Moi, je voudrais mettre en exergue ce que vient de dire Madame la Présidente sur la question de l'emplacement et sur d'autres critères qui sont en lien avec la gouvernance, notamment du New Deal. Et je m'adresse à l'ARCEP et évidemment aux opérateurs. Nous sommes tous des fervents partisans, dans un partenariat exigeant, pour reprendre les paroles de Madame la Présidente, de l'application de la loi Montagne et de cette loi qui est consacrée à la différence, comme l'a si bien dit notre ami et ministre Joël Giraud ce matin, et qui a été renforcée le 28 décembre 2016 parce qu'il y avait ce bilan que justement elle n'était peut-être pas appliquée comme il fallait qu'elle soit appliquée. Bon, on va dire les choses comme elles sont. Et la confrontation avec le New Deal, elle existe dans le devenir, parce qu'on a vu des congrès où il y avait des relations avec les opérateurs beaucoup plus houleuses, hein, n'est-ce pas, il y a quelque temps. Je parle d'avant le New Deal, évidemment. Et je prends le cas de la Corse. La Corse, évidemment, est consacrée en tant qu'île montagne au sens du cumul de contraintes, donc entre île et montagne, qui se caractérise par une topographie particulière, et donc l'adaptation des normes consacrées dans l'article 8 est renforcée par cet aspect dans la loi, votée à l'unanimité par le Parlement, faut-il le rappeler. Donc dans le cas du New Deal, par exemple, il y a un sujet de normes, le sujet des routes secondaires. Le sujet des routes secondaires, par exemple, la jauge de 5000 véhicules par jour et par an enlève 90% du réseau kilométrique des routes. Ça veut dire qu'on risque d'avoir une application du New Deal avec, certes, quantitativement, un objectif de couverture ciblée sur des sites de montagne, sur des villages qui vont avancer, oui, on ne dit pas le contraire, mais qui risque d'avoir de gros trous de raquettes sur les axes principaux de l'île. Autrement dit, là, c'est un problème à la fois de gouvernance, c'est un problème aussi d'interprétation, d'application de la loi, c'est un problème de moyens, puisqu'il me semble que les réponses qui ont été apportées étaient plutôt de mutualiser les pylônes existants, mais on ne peut pas faire entrer 2 litres dans une bouteille d'1 litre, hein, au bout d'un moment. Et donc on risque d'avoir quelque part un New Deal qui va avancer, mais qui va provoquer des déceptions lorsque les usagers, insulaires ou touristes, parce qu'imaginez bien, le bassin Ajaccio n'est pas couvert, quand on traverse l'île et qu'on est coupé 30 fois, il est évident que les gens démocratiquement vont dire « qu'est-ce que c'est ce New Deal ? À quoi a-t-il servi ?» Donc je crois que face à ce constat froid, il faut une obligation de résultat. L'obligation de résultat, elle est soit dans l'adaptation du contrat, soit si le contrat est trop enfermé, il faut d'autres solutions, soyons pragmatiques. Mais néanmoins, on ne peut pas arriver entre une spécificité reconnue dans la loi, démocratiquement, et un contrat qui est censé être une avancée, à avoir un résultat qui est négatif. Donc c'est bien le process, et ce process-là existe, je reprends les propos de Madame la Présidente, sur les emplacements. Évidemment, soit pour des raisons esthétiques, évidemment, soit pour des raisons de foncier liées. Par exemple, on a le débat sur le massif de Baville, avec les autorités de l'État, sur le pylône, je retourne vers mon collègue Colombagne, ou sur un site où il y a eu des incendies d'hiver, qui est un site surfréquenté. On a 2 ans de débat pour savoir remettre un pylône, il n'y a pas de pylône, donc il y a un problème de sécurité. Donc il faut bien éviter d'avoir 2 ans de débat autour du pylône. Je peux vous demander de conclure, monsieur le député, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que sur ces éléments-là, je crois qu'il ne faut pas louper les rendez-vous, et il faut faire en sorte que sur la gouvernance et l'application de la loi et l'adaptation des normes, d'où le partenariat exigeant, nous ayons des réponses d'adaptation de la part notamment de l'ARCEP et des opérateurs. Je vous remercie. Merci, monsieur. Madame, je vous en prie. Madame Eustache, maire de la commune de Saint-Jean-d'Arve, petite station montagne en Savoie, dont notre délégataire de service public est monsieur Alex Moulin. Moi, c'est une constatation que je vais faire. Il ne se passe pas une quinzaine dans mon petit village sans que nous n'ayons des coupures intempestives d'Internet ou de réseau. Et ce qui se passe, c'est que nous recevons quand même pas mal de personnes qui viennent de grandes villes, que ce soit la région parisienne, que ce soit les Seines-Maritimes ou autres. Et ces gens-là, lorsqu'ils arrivent chez nous, eh bien, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est pouvoir se connecter. Et chez nous, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils gravissent partout dans notre village. Ils cherchent l'endroit où ils vont pouvoir avoir la connexion. Alors, c'est bien gentil quand on parle de dire on n'oublie pas la montagne, mais prouvez-nous-le. Pour le moment, il n'y a aucune preuve. Les petits villages de montagne sont oubliés. Merci de ce témoignage, monsieur. Oui, merci de prendre... Ça sera un retour de terrain. Noël Pereira, je suis maire de Pierrefitte-et-Nestalas, dans les Hautes-Pyrénées. Je souscris aux remerciements pour les efforts déployés aussi bien dans le cadre du New Deal que des politiques régionales notamment, sur tout ce qui est déploiement très haut débit. Moi, je voudrais aborder le problème de la téléphonie mobile dans le cadre de ce qui a été présenté tout à l'heure, notamment par le ministre, sur les groupes de travail par département, préfecture, département, à laquelle les associations des maires sont associées. J'avais posé la question il y a quelques mois lors des assises du très haut débit. Il y a une difficulté.
nous sollicitons les collègues élus pour des remontées de sites qui pourraient être perçus comme zone blanche et avec d'énormes difficultés. Il y a un temps d'étude par les opérateurs. Et concomitamment à ces temps d'étude, je pourrais vous citer 5 cas où des communes ont été directement interpellées par des tower companies pour préempter 40, 50, 60 mètres carrés pour 50 000 €. Vous imaginez, dans des communes de montagne où les budgets sont infiniment moindres que ces 50 000 €, ce que peut représenter cette vente. Et nous sommes sur 3-4 cas, c'est pour ça que je vous demande au niveau de l'ARCEP de le reprendre en compte, pour que nous ayons moins de difficultés. Des maires sont sollicités, 50 000 €, 50 mètres carrés, vous aurez un pylône, et en parallèle, on mène des études qui des fois prennent 6 mois, 8 mois pour répondre à la demande du groupe départemental pour savoir si on peut mettre un pylône. Donc là, il y a une difficulté, c'est peut-être la libéralisation, qui a voulu que certains aillent ici ou là avec leur panier pour acheter des mètres carrés. Mais là, il y a une difficulté. Je vous remercie. Merci, monsieur. Le message est bien passé. Une dernière prise de parole et on termine nos débats. Philippe Alpi, vice-président. Oui, vous vouliez... oui, là, effectivement, il faut qu'on passe. Allez-y. Ça prend 30 secondes, monsieur le député. Je crois que on est d'accord sur le fait qu'il y a un problème sur les axes routiers en Corse et il faut qu'on gère des régimes juridiques différents, malheureusement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avions une définition des routes qui n'était pas bonne. Et cette définition des routes qui n'était pas bonne, malheureusement, c'est celle qui est, vous parlez de contrat, c'est celle qui est aujourd'hui dans les obligations des opérateurs. Donc nous avons changé de définition. La nouvelle définition prend bien en compte les axes importants qui sont en Corse. Et pour les nouvelles obligations, donc par exemple dans les attributions des fréquences relatives aux fréquences 5G, maintenant on a la bonne définition. Mais malheureusement, ça va prendre du temps. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été saisi par les collectivités, la collectivité de Corse par courrier. Ce que j'ai expliqué dans ce courrier, c'est qu'il me semblait que la meilleure solution pour faire la couture entre les deux régimes, ce soit d'utiliser le New Deal et le dispositif de couverture ciblée. Et effectivement, je peux que vous encourager dans le dialogue avec le gouvernement, que le gouvernement puisse prendre en compte cette spécificité dans le nombre de sites qui sera alloué. Malheureusement, je n'ai pas de meilleure réponse. Mais en tout cas, tout le monde est dans la salle. Comme ça, les messages sont passés directement. Une dernière prise de parole et on termine notre table. C'est une question à Sébastien Soriano, le contrôleur des travaux finis. Simplement, puisque c'est comme ça qu'il s'est présenté en tant que président de l'ARCEP, c'est un vice-président du syndicat mixte très haut débit du département du Doubs. On aura réussi le pari de finir le déploiement en 2022 sur le département. Par contre, en local, les maires sont très inquiets parce que quand on voit la diversité des sous-traitants et la qualité des sous-traitants pour faire le raccordement final à l'usager, et le drame pour les usagers de voir des interlocuteurs, on ne sait pas pour qui ils travaillent, puisqu'ils sont sous-traitants de sous-traitants. Quand on veut remonter la filière, c'est juste infernal. Donc même quand les maires se mettent à rechercher, à tracer qui est qui, ça pose des questions. On voit des interventions sur les équipements publics du syndicat mixte qui sont, la destruction de l'outil construit. Ça interpelle sur la qualité des travaux finis à l'issue du raccordement de l'ensemble des usagers. Et ça inquiète très très fortement l'investisseur que nous sommes. Et je sais que vous avez été saisi sur cette question. On n'avait pas de problème tant que les 4 majors n'étaient pas sur le marché. Et le jour où ils sont arrivés, c'était un déploiement sauvage d'opérateurs, de sous-traitants qui sont arrivés dans nos communes et qui ont des méthodes de travail qui nous inquiètent. Et je sais que vous êtes sur ce sujet-là déjà présent, mais je sais qu'il y a aussi des collègues maires qui sont inquiets de voir ceci et que ce n'est pas régulé. C'est la question de la régulation de ce type d'opération et qu'est-ce qui va rester demain de ces travaux pas trop encadrés. Merci, monsieur. Peut-être qu'on pourra répondre tout à l'heure dans le débat suivant, non ? Ou ce que je vais faire, je vais vous donner la parole, puisque vous restez pour le plateau suivant.
Je remercie deux messieurs. Avant que ces messieurs ne quittent la table, si vous me le permettez, Monsieur Denemontex, rapidement. Mais peut-être qu'ils peuvent partir pendant ce temps-là. Non, parce que c'est une annonce importante. Alors, je voulais vous dire, pour prolonger mon propos de tout à l'heure, à savoir que l'ANEM a toujours été un partenaire très actif sur le plan des propositions. Il y a à peu près un an, quand nous avons commencé d'entendre parler de la 5G, nous comprenions que la 5G allait couvrir prioritairement les grands secteurs urbains, puisque une trentaine de villes sera équipée dans un premier temps. Nous avons assez rapidement, auprès de la Fédération française des télécoms, auprès des opérateurs et auprès aussi de l'ensemble des acteurs, dont l'ARCEP, émis une idée dont nous ne savions pas si elle allait prospérer ou pas. Nous avons dit, voilà, la 5G va aller sur les sites urbains les plus peuplés, c'est normal, ça se comprend, mais nous voudrions que sur la montagne, il puisse y avoir une ou deux expérimentations en 5G. Parce que, comme l'a dit le ministre Joël Giraud tout à l'heure, dans la montagne, il y a de l'industrie, il y a des services, il y a des populations, il y a des besoins. Et cette idée, elle a cheminé, elle a fait son œuvre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un avis positif a été donné à 2 propositions que nous avons faites pour 2 sites dont la physionomie est différente et complémentaire. Un premier site d'une ville moyenne de 20 000 habitants, en moyenne montagne, une ville active sur le plan économique qui comprend des entreprises industrielles de niveau national et international, beaucoup de services, beaucoup d'activités artisanales, de l'activité touristique, bref, un panel assez complet. Il s'agit de la ville de Pontarlier dans le Doubs. Et puis un autre territoire complètement différent, celui-là en haute montagne, une ville de beaucoup plus petite taille, mais qui accueille en période touristique un grand nombre d'habitants. Il s'agit de l'Alpe d'Huez, qui est une station de montagne très réputée et qui est très réputée aussi pour des activités plus estivales. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que cette proposition a été acceptée par à la fois les opérateurs, très suivie et très encouragée par le ministre du Numérique. Et la proposition a été faite à ces 2 collectivités de les équiper en 5G. Elles ont reçu cette proposition, évidemment, tout à fait favorablement. Donc, elles vont commencer le processus de concertation aussi bien avec les services de l'État qu'avec l'opérateur concerné, en l'espèce Orange. Et nous espérons beaucoup de cette expérimentation parce que nous aurons là la démonstration que la 5G est faite pour tous les territoires, qu'elle est utile, qu'elle peut convenir aux usages multiples, des usages économiques, mais aussi des usages en matière de e-santé, de e-commerce, et pourquoi pas d'autres usages. Par exemple, sur le secteur de Pontarlier, je disais qu'il y avait énormément de problèmes de fluidité de trafic. Je pense que la 5G, elle peut être un outil de modélisation du trafic, par exemple. Voilà, donc merci aux opérateurs, merci aux services de l'État, merci à tous ceux qui vont aider à cette expérimentation parce que nous en attendons énormément. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer entre les 2 tables rondes. Beaucoup. Bon, ça va être un peu compliqué pour la fin, je ne vous le cache pas. Donc merci à Nicolas Guérin et à Monsieur Bertolotti. Nicolas Guérin, on va le retrouver il y a encore une autre partie après. Et là, j'appelle Gilles Brégan et Michel Sauvade. Pendant qu'ils nous rejoignent, peut-être Sébastien Soriano, un petit mot en réponse, le temps qu'ils s'asseyent. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, donc sur la question de l'exploitation des réseaux en fibre optique, je crois qu'on est tous absolument consternés par ces images de plats de spaghettis qui ont été créés dans des armoires en fibre optique. Donc j'ai eu l'occasion de dire récemment que c'était absolument inacceptable
et que ce travail de sagouin devait y être mis fin sans délai. Et donc, la méthode que nous avons adoptée, c'est de donner les pleins pouvoirs à l'opérateur qui gère l'infrastructure, qui va pouvoir sanctionner les sous-traitants. Si un opérateur utilise un sous-traitant qui n'est pas de bonne qualité, un opérateur commercial qui fait le raccordement, est en train de saccager via un sous-traitant l'armoire de l'opérateur d'infrastructure, eh bien l'opérateur d'infrastructure pourra déréférencer le sous-traitant. Le sous-traitant ne pourra plus travailler sur cette infrastructure. Donc ça, c'est la nouvelle architecture qui est en train d'être mise en place. Et j'espère qu'elle portera très rapidement ses fruits parce que nous partageons tout à fait cette préoccupation. Merci Sébastien Soriano. Donc, je rappelle que vous êtes président de l'ARCEP. C'est à vous d'ailleurs que je vais poser la première question puisque nous allons dans cette deuxième partie, comme vous l'aviez dit Madame la Présidente, on va se poser la question de ce débat sociétal, nouvelles technologies numériques, bien sûr le point de vue économique industriel pour la compétitivité des territoires, mais également en face des inquiétudes qui sont suscitées quant à l'impact sur l'environnement, sur la santé humaine. Puisque vous aviez la parole, je vous la laisse, en tant que président de l'ARCEP, on se pose, quand on dit ces inquiétudes, c'est vrai qu'on parle 5G, mais Nicolas Guérin l'a dit, non c'est peut-être pas lui, j'ai oublié, mais c'était le ministre, pardon. Ceux qui s'attaquent à la 5G sont ceux qui s'attaquaient aussi à la 4G, donc tout ça est assez confus. En fait, qui a besoin de la 5G ? Écoutez, comme toutes les technologies, ce sont les usagers qui décideront. Alors, il faut se souvenir que quand on a lancé le téléphone, on croyait qu'on allait écouter le théâtre à distance. On appelait ça le théâtrophone. Et des fois, on s'est planté complètement. Quand on a lancé la 3G, on a dit, vous allez voir, avec la 3G, on ne va pas arrêter de faire de la visio. Bon, en fait, la visio, on a juste commencé il y a 3 mois avec le confinement. Il y en a même qui croyaient qu'avec les portables, on allait s'en servir comme téléphone. Vous voyez. C'est ça. Donc, en fait, on ne sait pas de quoi une technologie, comment elle va être saisie. Donc, ce qu'amène la 4G, ce sont des nouvelles capacités. Et ce sera aux utilisateurs de dire ce qu'ils en feront. Pour les utilisateurs grand public, c'est plus de débit. C'est dans les réseaux urbains où la 4G commence à arriver à ses limites, c'est une bouffée d'oxygène pour continuer à avoir des usages qui se développent. Et pour les industriels, c'est toute une galaxie d'usages de modernisation, de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire pousser plus loin la robotisation, aller vers de l'Internet des objets et plus des fils qui pendouillent partout dans les usines. C'est d'aller vers le véhicule connecté, la santé connectée, l'agriculture connectée, tout un tas d'usages qui sont rendus possibles. Aussi dans les services publics, on parle beaucoup des territoires intelligents. Et donc, en fait, c'est une galaxie nouvelle qui s'ouvre. Et il y a une plateforme de travail qui réfléchit à ça, vous en faites partie ? Oui, alors on a lancé une plateforme spécifiquement sur le sujet environnemental. Parce que je pense que mes collègues vont parler de l'aspect sanitaire qui est connu, qui est un aspect dense, compliqué. Et il y avait cet aspect nouveau qui est apparu dans le débat, qui est l'aspect environnemental. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître l'idée, mais finalement la 5G, est-ce que c'est pas en train de griller la planète ? Donc nous, on a voulu travailler avec un réseau d'acteurs extrêmement ouvert pour mieux comprendre, débattre, et on fera un premier rapport en fin d'année avec des premières conclusions sur ce sujet. Et là, vous êtes effectivement dans votre rôle au niveau de l'ARCEP. Alors parlons-en de ces inquiétudes. Michel Sauvade, vous êtes maire de Marsac en Livradois et président du Comité national de dialogue sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. Tout est bien dit dans le titre. Donc effectivement, il y a des interrogations, voire même des craintes qui sont suscitées par cette multiplication, ce que disent certains, des équipements et des usages. Et en tant que de président de ce comité de dialogue, quelles sont ces vraies craintes ? Oui, tout à fait. La première précision, parce qu'il y a une ambiguïté depuis un moment, en fait, il y a 2 comités de dialogue qui existent. Il y en a un premier. Plus près du micro, s'il vous plaît. Il y en a un premier qui concerne la santé et qui relève de l'ANSES. Il en a été question tout à l'heure. Oui. Et le comité de dialogue que je préside est celui sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que la dimension sanitaire, en quelque sorte, ne relève pas de ce comité. Ça, c'est la première précision importante pour éviter d'avoir des questions auxquelles je serais dans l'incapacité de répondre. On ne va pas parler nocivité des ondes. Non, voilà. Par contre, on va pouvoir parler multiplication des usages et énergie. Absolument. Puisque c'était un petit peu ça la question sous-jacente. Est-ce qu'on va consommer moins ?
pareil ou plus parce qu'on va s'en servir de plus en plus? Tout à fait. Alors, peut-être une précision sur le comité lui-même. Il s'agit d'un comité d'exposition du public et pas de l'exposition du comité. Je m'explique. Ce comité n'a pas vocation à être dans un no man's land qui opposerait la tranchée des Amish d'un côté à la tranchée des geeks de l'autre, et nous serions au milieu à essuyer les rafales des uns et des autres. Pour en terminer avec l'image militaire, je dirais que nous voulons et nous restons une zone démilitarisée de rencontres et d'échanges, avec peut-être une particularité par rapport à ce qui peut exister par ailleurs, à savoir le fait que ce comité est probablement le seul où se retrouve la totalité des parties prenantes dans cet enjeu. Et dans ce comité, on c'est ce que je vais balayer. Mais voilà. on en fait quoi? Alors, justement... Jusqu'où vous pouvez aller? J'y arrive. Je sais bien. Tranquillement. Ça dépend tout à fait, finalement, des personnes impliquées ou membres du comité auxquels on s'adresse. Mais pour discuter, il faut discuter sur des faits. Vous savez, si vous me donnez 15 secondes, dans un excellent quotidien régional du Massif central d'où je suis originaire, hier matin, on expliquait qu'une agence gouvernementale indienne avait développé une technologie à base de bouse de vache pour protéger de l'exposition aux ondes. Il suffisait d'avoir une puce à base de à base de bouse de vache dans son téléphone pour absorber totalement l'exposition aux ondes. Dans le massif, absolument, dans le Massif central. Et les marmottes, dans le chocolat, bien sûr. Non, mais on n'a pas de marmotte. Dans le Massif central, dès qu'on entend parler de vaches, on ouvre l'œil, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je crois que ça traduit assez bien l'atmosphère générale. On a besoin de faits concrets. Ces faits concrets qui sont abordés au sein du comité sont très clairement de deux sources. La première source, et j'en profite pour saluer publiquement l'immense mérite de la NFR de me supporter déjà dans un premier temps à la tête de ce comité, nous fournit les éléments fiables, et c'est un point fort, sur lesquels nous pouvons fonder notre discussion. Et l'ensemble des membres du comité reconnaissent cette expertise de l'ANFR dans la mesure de l'exposition aux ondes, mais également, et je crois que c'est important, il ne s'agit pas uniquement de critiquer ce qui se fait. Chaque membre du comité peut être amené à apporter sa pierre à l'édifice. J'ai deux exemples en tête. Un premier exemple de la CLCV, une association donc, que nous connaissons bien en tant que maire, d'utilisateurs ou de consommateurs avec lesquels nous sommes parfois partenaires, qui a mené une réflexion très intéressante en termes d'exposition aux ondes, en la corrélant avec l'existence du logement social. Il est vrai que les logements sociaux sont souvent situés en hauteur, que l'interlocuteur est un interlocuteur unique et que le déploiement se fait plus facilement sur ce type de bâtiment. Je peux forcément évoquer un autre exemple ici, puisque les associations d'élus en sont à l'origine. Ce sont les exigences que les maires peuvent avoir sur le dossier d'information au maire lorsque un pylône fait l'objet d'une déclaration préalable, et l'ensemble des associations d'élus, AMF, ANEM, travaillent la main dans la main visiblement pour porter cette question. Vous en êtes où ? Donc, très concrètement, transition parfaite, si on balaye acteur par acteur de ce comité, les consommateurs, eux, se préoccupent de la réalité de l'exposition, c'est leur interrogation. Leur crainte, c'est l'exposition trop importante, et la NFR nous rend des comptes sur les mesures, les plusieurs milliers de mesures qui sont faites chaque année. Le ministre Cédrico ayant d'ailleurs, sauf erreur de ma part, annoncé tout récemment que le nombre de ces mesures allait augmenter. Au-delà, les consommateurs s'interrogent plus largement sur un nouveau mode de consommation, quelque part, de l'énergie et de la donnée. C'est l'enjeu environnemental. Si je me place du côté de la filière qui est présente également au sein de ce comité, il y a beaucoup d'inquiétudes face à la difficulté d'acceptabilité, et on a eu des exemples très précis qui ont été donnés tout à l'heure, voire même les formes violentes d'opposition qui peuvent apparaître. Et du coup, l'enjeu qui apparaît là, c'est l'enjeu économique, les conditions de mise en œuvre de cette couverture. Les élus, troisième groupe du comité. Oui, mais là, il faudrait conclure là, pour qu'on puisse donner la parole. Les élus de ce comité, on est obligé de les aborder ici,
notamment les élus de montagne sont concernés dans le cadre de la 5G. Je ne m'étendrai pas sur ce point puisqu'il a déjà été illustré parfaitement par le nombre des questions. Et je rajouterai que les organismes gouvernementaux présents, ministères et agences, à travers ce comité, peuvent prendre la mesure, en quelque sorte, à la fois des interrogations et des inquiétudes. Et je conclurai là-dessus en disant que le rôle de ce comité est quelque part de détecter les signaux faibles, comme je l'évoquais tout à l'heure, de les mettre à contribution du débat politique afin que celui-ci puisse être conduit de manière éclairée. Voilà, donc vous êtes un des moyens d'alimenter ce débat avec tous les partenaires de ce comité. Alors bien sûr, le débat, il est en cours, on n'est pas tranché, on attend, et on va sûrement l'évoquer, on attend des résultats d'études qui devraient arriver. Gilles Lebrégan, vous êtes le directeur général de l'ANFR, donc monsieur Sauvade vient de vous citer. En fait, en gros, vous êtes l'ANFR, pour qu'on comprenne bien, vous êtes l'agence des fréquences, c'est vous qui allez définir les fréquences qui sont attribuées ensuite par l'ARCEP, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que l'ANFR, c'est en fait le gestionnaire de ce patrimoine immatériel de l'État que sont les fréquences. Le spectre radioélectrique, c'est comme un territoire. Donc l'ANFR va d'abord faire en quelque sorte le plan d'occupation des sols. C'est l'ANFR qui va suggérer au Premier ministre d'utiliser telle bande de fréquences pour la vigilance contre les crues, pour les radars météo, pour la navigation aérienne, pour la 5G, mais pour la TNT aussi. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce plan d'occupation, à ce moment-là intervient un acteur comme l'ARCEP, représenté par Sébastien Soriano, qui en fait, lui, va détailler en quelque sorte les bandes auprès des opérateurs, des différents acteurs. Et il y a d'autres détaillants des fréquences qui existent. Le CSA est le plus connu également parmi les autorités. Puis ensuite, après, on va contrôler cet usage site par site. C'est-à-dire que l'ANFR a le cadastre de tous les émetteurs. Voilà, c'était ça, parce qu'il y a une notion importante. Vous êtes en fait le seul à avoir la vision globale sur toutes les fréquences. Donc en fait, vous êtes les seuls à pouvoir gérer la capacité, le niveau d'onde de fréquence dans chaque territoire. Donc vous avez un rapport au public qui est très important. En fait, on peut effectivement... on a une vision complète à la fois des ondes et des pylônes qui les émettent. Et d'ailleurs, je remercie tout particulièrement l'ANEM et sa présidente de nous avoir invités pour la première fois à prendre la parole à l'ANEM, au congrès de l'ANEM, parce qu'en réalité, c'est aussi en partie la ANFR qui vous a apporté la TNT, qui a travaillé sur la 3G, la 4G. Ça fait 20 ans que ça dure, en fait. Donc c'est intéressant parce qu'on a une implantation locale, régionale en fait, on est présent sur le territoire et pas seulement à Paris. Puis moi, ça me fait aussi chaud au cœur parce que j'ai passé les 20 premières années de ma vie en Maurienne et je trouve que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs la maire de Saint-Jean-d'Arve parce que je dois dire que chaque fois que j'ai évoqué New Deal avec des amis, je disais tout le temps que le jour où la route des Arves serait couverte correctement en téléphonie mobile, alors le New Deal aurait atteint son but. C'est une route très compliquée. Mais donc, dans ce cadre-là, avec ce rôle que vous avez, vous pouvez effectivement devenir un partenaire des élus, puisque là, on est avec des élus. Ils pour la plupart, ne vous connaissent pas. Pourtant, ça serait intéressant que vous puissiez dialoguer, j'imagine. Je crois que beaucoup d'élus, néanmoins, ont appris à nous connaître à travers les travaux sur les réaménagements de fréquences pour la TNT, puisque c'est l'agence des fréquences qui a fait la communication sur le fameux numéro 09 70 818 818, qui existe d'ailleurs toujours, qui est là pour les dérangements de la TNT. On a un centre d'appel et on traite les dérangements en collaboration avec le CSA, naturellement. Et effectivement, on est très souvent appelé aujourd'hui dans les réunions publiques pour parler de 5G parce que des élus, même dans des villages aujourd'hui, s'inquiètent de la 5G et c'est important d'amener cette information. Donc on donne l'information, nous n'avons pas de compétences sanitaires. Mais la 5G sera contrôlée, vous allez la contrôler ? Bien sûr, on va la contrôler et on a d'ailleurs commencé déjà à faire des tests sur des exploitations que l'ARCEP a autorisées pour avoir des éléments, pour en quelque sorte recueillir des données. Et nous sommes en train de faire, comme l'a dit le ministre, nous allons multiplier par 3 nos contrôles de sites dans les mois qui viennent. On a déjà commencé au mois de novembre pour faire des mesures avant-après sur des pylônes destinés à porter la 5G pour qu'on voit objectivement l'exposition complémentaire que va créer la 5G, pylône par pylône, fréquence par fréquence, avec une statistique.
Et on va aussi, et c'est important peut-être de le préciser, on va aussi intensifier le contrôle des téléphones portables, parce que c'est aussi l'agence qui fait la répression des fraudes sur tous les appareils radio-émissifs, donc les téléphones portables, parce que c'est quand même votre téléphone qui vous expose bien plus que votre antenne. C'est là qu'on a le plus d'exposition aux ondes sur le téléphone portable. Merci d'avoir apporté cette précision. Michel Sauvat, peut-être un dernier mot ? Un complément par rapport à ce qui vient d'être dit, puisqu'on est dans une assemblée d'élus, l'ANFR fait également partie d'instances locales qui sont en quelque sorte la déclinaison départementale du Comité national de dialogue, que les maires peuvent saisir en contactant le préfet lorsqu'il y a des difficultés par rapport à l'implantation d'une antenne, et cette instance peut apparaître comme un espace de concertation. Le corps préfectoral ne me dira pas merci, mais pour autant, traiter en amont les sujets, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Merci Michel Sauvat, merci messieurs. Je crois qu'on peut vous remercier. Et pendant que vous nous quittez, j'appelle les 3 opérateurs, et puis il y aura également un témoignage local, donc de Corse. Donc Nicolas Guérin, qu'on retrouve, mais cette fois pour le groupe Orange. Anthony Colombani, directeur des affaires publiques de Bouygues Télécom. Isabelle Simon, pardon, je termine avec madame, qui est déléguée régionale d'Altis SFR. Merci de prendre place. Et puis j'appelle aussi Paul-André Colombani, qui est député de la Corse du Sud, qui va nous apporter un témoignage. Donc voilà, je ne vais pas confondre les noms. Il y a des homonymes, mais qui ne portent pas les mêmes messages. On donne un petit coup sur les micros. 1, 2, 3, 4. Ah oui, 4, 5, 6. Oui, normalement, c'est bon. 3, 4, 5. 5, 6. Non, normalement, c'est bon. Il devrait... il nous manque une... Non, il manque une chaise. Normalement, on doit pouvoir... on a prévu 6. Bon, eh ben... Ah, mais il y avait bien une 6e chaise, regardez. Eh oui, elle y était. Il me semblait bien, on avait prévu 6 chaises. Excusez-moi, je nous fais perdre du temps. On va commencer avec Anthony Colombani. Là, on donne la parole aux 3 opérateurs. On s'est mis d'accord pour pas que tout le monde dise la même chose. Ça va être encore plus court. Vous allez chacun porter un sujet. Anthony Colombani, vous êtes directeur des affaires publiques de Bouygues Télécom. Un mot sur le sujet environnemental, l'engagement en décarbonation, les études sur la 5G, les questions sur la consommation. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments ? Alors le premier élément qu'on peut vous apporter, c'est que c'est devenu un grand sujet de débat public. Pour le coup... Mettez le micro bien en face. Mettez le micro bien en face. Voilà. C'est le nom d'habitude. C'est devenu un sujet de débat public et je dois dire qu'on en a sans doute été un petit peu surpris de voir à quel point c'était aujourd'hui un sujet prégnant dans l'opinion. L'ARCEP travaillait sur le sujet depuis 2-3 ans. Je sais qu'on a eu des échanges techniques assez nourris sur le sujet, la NFR également, mais c'est vrai qu'on a vu apparaître ce sujet, au point d'ailleurs que quand on va des fois négocier dans des grandes villes des chartes autour du déploiement de telle ou telle technologie, aujourd'hui on nous parle finalement moins d'exposition aux ondes que de dépenses énergétiques. Et donc c'est un débat qui est devenu très important. Et pour le coup, il faut vraiment, je crois, s'en réjouir, parce que c'est le signe d'une grande maturité de la société, au fond. Aujourd'hui, on ne lance plus une nouvelle génération technologique comme on le faisait il y a quelques années. C'est pour ça qu'on cristallise sur la 5G, c'est parce qu'on arrive à un certain moment où on croise des questions, c'est ça ? Alors, je crois que la 5G cristallise ce débat. La 5G devient cet objet de méfiance, cet objet d'opposition. En France, il y a une 50aine d'antennes qui ont brûlé. C'est quand même quelque chose qui doit nous préoccuper. C'est un phénomène qu'on n'avait plus connu depuis le lancement de la 3G, qui s'était caractérisé à l'époque par une inflorescence d'antennes qui avait un peu étonné. Avec la 4G, ça s'est bien passé. Avec la 5G, ça se passe au fond très mal. Une 50aine d'antennes brûlent, 200 à peu près en Europe. Pourquoi est-ce que la 5G cristallise ces craintes et parfois de manière violente ? Pour 2 raisons. D'abord parce que je pense qu'on s'est un peu planté collectivement en essayant de la vendre. On a au début expliqué que la 5G c'était plus de débit, plus d'objets, plus de services. Certains ont dit plus de pornographie, d'autres plus de vidéos de chatons, mais c'était le toujours plus. Et ce toujours plus, je crois que la société est plus tout à fait mature pour l'accepter. Oui, puis il s'est passé quelque chose au mois de mars où il y avait pas mal de gens qui se sont dit après tout, pourquoi toujours plus ? En gros, la question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert ? Au fond, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi du plus alors qu'on peut avoir du mieux ?
Les expérimentations lancées à l'Alpe d'Huez et dans la très jolie ville de Pontarlier permettront de savoir à quoi ça va servir. Mais au fond, survendre une technologie en disant que ça va apporter du plus, eh bien, je pense que la société s'est un peu braquée en disant le plus, nous, on n'en veut pas forcément, on veut du mieux. Et en tout cas, aujourd'hui, on ne lance plus une technologie comme on le faisait avant. Aujourd'hui, ça nécessite un débat public. Et qui est plutôt salutaire, donc. Oui, alors évidemment, j'espère que personne de chez Bouygues Télécom, notamment la direction du déploiement m'entend, mais quand on voit l'inflorescence des moratoires, dont un, évidemment, étendu à l'échelle de l'île de Beauté, on s'inquiète. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir déployer la 5G en Corse? Mais après, on lit le moratoire, on lit le texte qui a été voté à l'Assemblée de Corse, et on sait très bien que le président Talamone, il n'est pas adverse à la 5G. Il le dit d'ailleurs, je crois récemment, dans une interview à CorseNet Info. Il dit, moi je ne suis pas contre la 5G, je veux simplement qu'on en discute, je veux simplement qu'on en débatte, je veux simplement avoir les conclusions de ce débat avant de pouvoir déployer. Et au fond, c'est exactement de ça dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce aux enchères qui ont été organisées par l'ARCEP, dans d'excellentes conditions techniques, nous sommes propriétaires, nous opérateurs, locataires en tout état de cause, d'un très bel appartement. Cet appartement, on aimerait bien l'occuper, on aimerait bien lancer nos services, et on aimerait bien que le débat soit sain dans ce pays, parce qu'on ne déploiera jamais les antennes contre les élus locaux. Quand bien même le droit est assez clair sur ce point, ce n'est pas une compétence des élus locaux, le déploiement des antennes, on le sait très bien, ça a été rappelé à maintes reprises, notamment par le Conseil d'État. Mais enfin, on ne déploiera pas contre les élus, on ne déploiera pas contre les populations, on ne déploiera que quand tout le monde aura compris à quoi ça sert. Et je suis sûr que dans quelques temps, je viendrai ici me faire engueuler parce que Bastelica n'est pas encore couvert. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas la 5G à Bastelica, parce qu'il n'y a pas la 5G dans le Cruzini ou dans la vallée du Liamone. Ça arrivera. J'espère vivre cette scène. Merci Anthony Colombani. Isabelle Simon, vous êtes déléguée régionale d'Altis SFR. Il y a un autre sujet qui est intéressant quand on parle déploiement, quand on parle avancée, c'est l'inclusion numérique. Ne pas oublier certaines catégories de la population. C'est le sujet que vous vouliez aborder. Oui, parce que je vous donne juste un chiffre, en fait, 40%. 40%, c'est le pourcentage de la population qui se considère elle-même comme pas autonome dans ses usages numériques. Ça fait quasiment un Français sur deux, quand même. Donc, c'est vrai qu'il est absolument fondamental de déployer des infrastructures, mais qu'il est certainement tout aussi essentiel de permettre aux personnes juste de savoir s'en servir. Et quelques mots sur le constat, c'est vrai que la révolution numérique que nous avons vécue là au cours des dernières années, elle s'est quand même faite à marche forcée. Ça va très vite et ça traverse tous les pans de la société, tous les usages que vous souhaitiez vous former, accéder aux soins, accéder à vos droits, accéder au logement, chercher un emploi. Bref, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils, vous êtes vite en déconnexion même de la société. Et concrètement, puisque vous avez une fondation SFR, qui s'occupe de ce type de sujet. Il y a des exemples en Corse. Voilà. Avant de parler de ça, je voulais déjà donner un coup de chapeau aussi à tous les gens qui sont en contact, tous les travailleurs sociaux, tous les agents publics, tous les bénévoles des associations, les maires également, qui sont en contact de ces populations et de ces publics plus fragiles, des enfants, je pense au corps enseignant, parce qu'il faut certainement des moyens et un certain nombre d'actions, et l'action de tout le monde, État, collectivités locales, entreprises, associations. Mais il faut surtout deux choses dans ces problématiques. Il faut du temps et de l'empathie. Parce que chaque cas est différent et il faut trouver les leviers de motivation pour permettre aux gens de s'intéresser à la question et de faire les pas. Donc, ça dit, c'est vrai que SFR a pris ce bas contre cette fracture numérique, comme d'autres entreprises, mais depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années déjà. En fait, nous sommes le partenaire fondateur d'Emmaüs Connect, qui est une société référente en la matière. Et en fait, c'est la rencontre d'Emmaüs et d'SFR qui a donné lieu en fait, à la naissance d'Emmaüs Connect, quand l'abbé Pierre s'est rendu compte que sans connexion et sans équipement, c'était un vrai gros problème aussi pour les personnes les plus fragiles. Juste 3 exemples d'actions concrètes qui sont faites sur les territoires, et notamment les territoires de montagne, pour illustrer, peut-être donner des idées. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le fonds d'usage de la DSP Fibre, de la délégation de services publics Fibre, sert à financer des passes numériques, qui sont ces passes qui permettent d'abaisser le coût de la formation au numérique des personnes. Et donc, c'est financé dans ce cadre-là. Ça a été lancé par Cédric O cet hiver. Et le fonds d'usage de la DSP que nous gérons sert à financer ces passes numériques.
Autre exemple de territoire qui s'est emparé de la question, les Hautes-Alpes. Je ne le dis pas parce que Monsieur le ministre est là, où j'ai entendu le maire de Saint-Léger-les-Mélèzes s'exprimer tout à l'heure aussi. Donc dans les Hautes-Alpes où nous déployons la fibre, nous avons eu des actions pendant le confinement, donc je réponds un petit peu à Monsieur le maire en même temps, mais surtout avec We Take Care, là nous aidons le département à identifier les besoins, recenser les acteurs, parce que c'est un point qui est apparu clairement aussi pendant le confinement, c'est qu'il fallait avoir un vrai schéma d'inclusion numérique pour pouvoir Je crois qu'il faut donner votre dernier exemple. Et le dernier exemple, il est d'ici, de Corse. La collectivité de Corse a multiplié les initiatives de solidarité pendant le confinement. Et elle a eu aussi des initiatives de solidarité dans le domaine du numérique. Ils ont été un relais, je vois le député Aquavilla, ils ont été un relais puissant entre Emmaüs Connect et la Fondation SFR et les missions locales de Corse, les associations locales, aussi des EHPAD et des établissements de santé pour distribuer ces équipements et les mettre en main. Et je sais qu'ils ont un projet encore plus ambitieux. Je vois Eric Ferrari là-bas, encore plus ambitieux pour le déployer. Donc, c'est un sujet important. 40% de la population quand même. Merci Isabelle Simon. Pour terminer, ces trois opérateurs, Nicolas Guérin, au niveau du groupe Orange, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élus pour faire avancer le débat? 4 choses en fait. La première, c'est le débat et toujours le débat, et on ira au débat et on expliquera. Vous avez annoncé effectivement, l'ANEM a proposé des expérimentations sur la 5G. Évidemment qu'il va falloir aussi débattre avec les élus des villes concernées, mais avec tous les élus, pour voir à quoi sert la 5G, en quoi elle n'est effectivement absolument pas nuisible, mais même favorable à l'environnement, en quoi elle ne pose aucun problème de santé. Donc vraiment, ce débat est central et il faut le faire au niveau local. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de le faire au niveau central. Et je pense que donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, très rapidement, c'est il faut qu'on se dote très rapidement d'indicateurs de mesure. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on parle d'impact environnemental, on donne tous des chiffres, on se bat, etc. Mais on ne parle jamais totalement, véritablement de la même chose, et on n'a pas des référentiels qui sont communs. Il y a un travail qui est fait entre l'ADEME, l'ARCEP en ce moment, qui va être très très utile, effectivement, parce qu'il va permettre d'avoir enfin des indicateurs de mesure qui sont partagés pour tous. Dans mon monde idéal, les télécoms devraient faire comme quand vous achetez une machine à laver, vous avez un indicateur de consommation d'énergie, vous éclairez le consommateur au moment où il achète sa machine à laver, au moment où il achète un mobile, au moment où il achète un service. Il doit savoir quel est l'impact de cet achat, de cette décision. La troisième chose, je vais très vite, c'est qu'effectivement les opérateurs vont prendre des engagements. 2-3 opérateurs l'ont fait ces derniers jours, des engagements très très forts. Orange a pris l'engagement 10 ans en avance d'être neutralité carbone 2040 au lieu de 2050, mais tous les opérateurs font de même aujourd'hui, et ces engagements, on les prendra devant les élus et on les suivra devant les élus. Il n'y a aucun débat pour nous. Et la quatrième remarque que je veux faire, c'est surtout par pitié, n'allons pas, comme on fait si souvent en France, directement à l'interdiction. J'ai vu des propositions de passer hier de PPL où on dit on va interdire les limités, j'entends dire qu'il faudrait interdire certains usages, que des usages seraient mieux d'autres. Je vais vous dire, si quelqu'un veut regarder un film dans un ascenseur, ça le regarde. Ça le regarde. Nous, opérateurs, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des services à des gens et ils choisissent derrière. Les gens ne sont pas obligés d'acheter et ne seront pas obligés d'acheter la 5G. Ils peuvent rester en 2G, ils peuvent rester en 3G, ils peuvent rester en 4G, ils peuvent aller en 5G, ils peuvent préférer le fixe. Notre rôle à nous, c'est de leur proposer le choix. Alors, ces initiatives qui visent à l'interdiction, je suis désolé, je les regrette. Faisons un petit peu confiance aussi aux gens et à leur capacité de discernement et de choix. Voilà. Merci, on a bien compris que le débat ne fait que commencer. Merci aux trois opérateurs. Un témoignage pour terminer ces prises de parole avec Paul-André Colombani. Vous êtes député de la Corse du Sud. Vous pouvez nous parler d'une initiative de territoire où vous, en fait, vous avez besoin de débit, mais du début pour un très beau sujet, un sujet très utile. Alors d'abord, pour commencer, ne me demandez pas d'avoir le débit de parole du responsable d'Orange. Il est en 5G, je suis en 2G. Vous êtes en 2G, voilà. Alors on y va tranquillement. On y va tranquillement. Pour parler plus sérieusement, d'abord en tant qu'élu de la Corse, moi je suis très heureux aujourd'hui, je suis très fier de recevoir l'ensemble des élus de la montagne, la présidente de l'ANEM, bien évidemment, qui nous fait ce grand honneur. Je souhaitais aussi les féliciter pour le travail, les chevilles ouvrières, Mme Genevard, Jean-Félix, M. Giffon, M. Bretel. Je vais certainement oublier, donc je vais arrêter là, mais ils ont fait un travail fou ces derniers jours surtout. Et bien évidemment, un mot particulier pour le président de l'université qui nous accueille aujourd'hui et mon confrère, le docteur Xavier Paul, qui est le maire de Corté et qui a eu hier soir une
décision un peu pas facile à prendre et qui a courageusement maintenu ce congrès et je l'en félicite. Voilà, donc, on le remercie. Maintenant, pour revenir sur la Corse et sur ce qui se fait en Corse, un petit peu à l'huile de coude, vous savez, les agriculteurs ont la chambre d'agriculture, pour ceux qui ne connaissent pas bien, les médecins ont les URPS, les Unions régionales des professionnels de santé, et quelques médecins se sont réunis et ont décidé de développer une plateforme de santé, une plateforme de santé numérique qui permet de développer la téléconsultation. Cette application s'appelle Altastrad. Il y a plusieurs outils à l'intérieur. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais le principal outil qui est à l'intérieur, c'est la téléconsultation de médecine. La téléconsultation, dans les territoires de montagne, il manque, dans la plupart des territoires de montagne, on est face au désert médical. Donc la téléconsultation, c'est une application qui vient pas remplacer le médecin à 100%, mais qui de temps en temps est un outil de dépannage très important. Et donc on a un outil aujourd'hui qui est prêt qui fonctionne. Mais c'est un peu le Doctolib, sauf que Doctolib est une initiative privée. Là, on est sur une initiative totalement publique. Oui, vous allez me dire, c'est exactement. Voilà, on a développé cette initiative sur d'autres objectifs. D'abord, c'est une initiative à but non lucratif. Elle va être un modèle économique différent. Et surtout, elle faisait face à des remontées de terrain de médecins qui n'étaient pas satisfaits de certains aspects de Doctolib concernant la protection des données médicales et autres référencements. Et aujourd'hui, le frein de cette application ? Le frein, c'est le manque de débit dans nos territoires de montagne. La crise du Covid-19, elle a fait que nous rappeler, malheureusement, appuyer que là où ça faisait mal. Au moment où on en avait le plus besoin, nos territoires de montagne, et les élus l'ont dit, bien sûr que cette crise, c'est encore, comment dire, elle nous a mis les faiblesses encore au premier plan. Oui, parce qu'en fait, on a du débit en ville, mais il y a plein de médecins, et vous, là où vous pourriez rendre le service, ça bloque. C'est le contraire, il y a la population qui n'est pas connectée, mais elle n'est pas connectée malheureusement, pas qu'à ça, bien évidemment. C'est la même population qui n'a pas pu accéder au télétravail, ou les enfants qu'on n'a pas pu connecter aussi pendant la période de confinement. Donc là, on est bien dans un exemple d'utilisation tout à fait salutaire, mais on a besoin de débit, donc ça, vous apportez ça en fait au débat. Voilà. Alors aujourd'hui, si je peux dire un mot sur l'aspect 5G, il y a un débat qui s'est lancé, il y a une énorme inquiétude de la population et on ne pourra pas se priver d'un débat pour la rassurer. Ouais. Moi, je pense que la 5G, si on doit expliquer, il faut la tirer sur son aspect bénéfique. Je ne suis pas d'accord avec le patron d'Orange. Oui, c'est vrai, on a le droit de pouvoir regarder un film dans un ascenseur, mais aujourd'hui, moi, je vois mon adjoint qui s'occupe de la montagne de mon village de Tsonts, s'il fait mauvais ce soir, demain matin, il va se faire engueuler parce qu'il n'aura pas d'électricité, il n'aura pas eu de connexion Internet. Oui, on en est là dans nos petits villages, et c'est pas particulier à la Corse. Il y a beaucoup d'élus de la montagne qui sont comme ça. Donc, moi, aujourd'hui, la 5G, il faut mettre devant, quand on aura rassuré les populations, il faut mettre au devant que c'est un outil qui va permettre aux pompiers de mieux travailler parce qu'ils auront un débit suffisant pour surveiller la prévention des incendies, des choses comme ça, la transmission des données médicales. Voilà, mais pas, comme j'ai pu le voir, je l'ai dit à M. Soriano tout à l'heure, sur le site de l'ARCEP, l'un des premiers schémas qu'ils ont fait, qui sont bien faits, mais le premier schéma qu'on voit, c'est un frigo connecté, et le frigo connecté, c'est pas ce qui va être vendeur dans notre territoire de montagne. On a besoin, voilà, c'est pas la première demande, c'est pas sur cet aspect-là que ça va être vendeur, surtout chez des gens qui demandent après la crise un monde d'après. Merci Paul-André Colombani pour cette avant-dernière prise de parole, parce que normalement il devait y avoir un débat, mais vous voyez l'heure, il n'y aura pas de débat. Mais on avait promis de donner la parole à monsieur Antoine Santoni, qui est responsable d'un projet Smart Village. Je voulais lui demander en 2 minutes de nous en parler. Monsieur Santoni, où est-il, monsieur Santoni? Il s'est désespéré, peut-être. Non, écoutez, du coup, on va s'en tenir là. Annie Genevard, oui, pardon? Non, parce que j'ai déjà 4 minutes. Normalement, on doit partir. On aurait dû partir il y a 4 minutes. Donc, oui. Donc, le sens de votre question, vous vouliez dire quelque chose, j'imagine. Écoutez, c'est bien joué. On va vous donner le micro. Je ne peux pas mieux dire. Et ça sera notre dernière parole. 1, 2. Bonsoir.
Baron Mariani de Corté. Je suis informaticien. Et j'interviens ici en simple citoyen pour interroger les nombreux élus qui sont dans cette salle. Vous n'êtes pas membre de l'ANEM? Je suis infiltré. Oui, écoutez, on est déjà vraiment très en retard. Je vais être donc, très rapide. Je vous propose qu'on arrête. Très rapide, si vous permettez. Un double contexte. La 4G, la 5G, la montagne, la mer. Dans la montagne, la désertification. En plaine, l'urbanisation. Et ma famille, qui est originaire, je crois, du village qui a le plus perdu de population ces 5 dernières années, évidemment, est concernée. Ma question, elle est extrêmement simple. Vous savez, vous l'avez rappelé, il y a une proposition de moratoire. Elle concerne aussi la 4G, pas que la 5G, puisque en montagne aussi, il y a des sites, on voudrait les préserver. Je vais vous demander de conclure. J'ai presque fini, et je conclue. Sinon, je vais devoir parler en même temps. Ma question, c'est extrêmement simple. Il y a eu une convention sur le climat, une convention citoyenne sur le climat. Vous en avez entendu parler. 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé pendant très longtemps. Ils ont fait 150 propositions. Je termine. Oui, parce que il y en a une qui consiste à proposer un moratoire sur la 5G. 95% ont dit on veut un moratoire. Hein? Le député Ruffin a posé la question au gouvernement. Vous connaissez la réponse. La réponse, c'est on lance les enchères. Alors moi, la question, elle est très simple. C'est quoi la place du citoyen ? Merci, monsieur. Voilà. Et oui, bon, la place du citoyen, je pense que on en a bien parlé. Le débat est indispensable et il aura forcément lieu, en tout cas encore s'il est bien parti, ce débat.